N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chers téléspectateurs de Léo Léo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Nous continuons toujours avec nos séries d'entretien avec le peuple congolais, avec les citoyens congolais qui suivent de près et de loin la situation du M23 et qui menace le sol congolais. Et aujourd'hui, nous recevons Père Wilfried Kibanda. Alors moi, je suis philosophe de formation. Mes recherches portent sur le vivre ensemble en paix. Et depuis quelques années, la situation du pays m'intéresse évidemment parce qu'il s'agit de questions de vivre ensemble. D'abord nous à l'intérieur, mais aussi par rapport à nos voisins. Et je suis donc un universitaire. J'enseigne évidemment les questions de vivre ensemble, du savoir, etc. Ce que je peux dire, donc largement c'est ça. Donc l'actualité actuelle me laisse vraiment inquiet de savoir quel sera notre avenir. C'est ce que je peux dire rapidement. Je voudrais donner ce que j'attends, le souhait de nos populations. Les souhaits de nos populations qui sont tout le temps terrorisées, tuées. Les populations veulent être associées à la traque des EDF. Ils veulent être associés à cela parce qu'elles sont les premières victimes de ce massacre. Il est vrai que l'armée tombe dedans, mais les premières personnes à être attaquées, quand même, l'armée a réussi à faire, du moins à infliger des pertes à l'ennemi. Ce sont les populations qui payent. Alors la demande d'une grande population, c'est de dire, formez-nous. Il y en a qui disent même, armez-nous. Quand les EDF sauront que dans la population, il y a des gens qui sont aussi armés, prêts à réagir, on va voir la différence. On vient de faire l'expérience de l'état du siège. On voit que ça ne répond pas comme on s'y attendait. Pourquoi ne pas oser cette autre expérience-là, de faire l'expérience de Nyumbakumi, où on peut bien entraîner des gens et contrôler les armes qui sont dans ces Nyumbakumi. Donc voilà, les 10 maisons, la sécurité par 10 maisons. Il faut essayer, je pense, ça. Il ne faut pas tout simplement dire faire la différence entre l'armée et la population. On demande le mariage entre civils et soldats, mais je pense que le mariage entre civils et soldats peut passer par là aussi, où la population collabore avec l'armée dans cette technique de combat de l'ennemi. Mais aussi un message en particulier aux leaders, donc aux élus, aux députés, élus de Butembo pendant cette période. Comment ils peuvent aussi se comporter? Alors là, c'est compliqué. D'abord, je leur confie ce message que je viens de faire passer là pour faire savoir ce que le peuple souhaite. C'est une proposition d'une bonne partie de la population. Les élus de Butembo doivent faire, je crois, un travail de concertation avec toutes les instances de décision pour trouver des solutions adéquates. Parce que ce que la population veut aujourd'hui, c'est la paix, en fait. C'est la paix. On ne sait pas faire d'autres projets si on n'arrive pas à sécuriser la population. Là, comme nous pouvons le dire, nous sommes, pour utiliser l'expression de feu Monseigneur Monsengo, nous sommes vraiment dans une prison à ciel ouvert. Nous ne savons plus rejoindre nos amis de Kisangani. L'Ituri, la voie sur l'Ituri est bloquée. Nous sommes coupés du reste. Nous ne savons pas aller en Ouganda. La voie de Kassinde est devenue très problématique. Aller sur Goma, nous sommes obligés d'être escortés pour pouvoir atteindre Goma. Donc, qu'on prenne conscience qu'ici, nous sommes vraiment isolés. Nous sommes coupés du reste de notre pays et du monde.
Maintenant, on constate que pour aller en Ouganda, il faut faire les contours, il faut prendre l'avion, passer par les pays limitrophes. Ça n'est pas accessible à tout citoyen. Donc voilà, ça, je crois qu'il faut faire connaître ça au monde, que désormais nous sommes dans une prison ici et l'accès aux produits manufacturés, c'est devenu problématique, on le voit. On dit que les carburants coûtent très cher aujourd'hui partout, mais chez nous, ce n'est pas seulement les carburants. Les produits, c'est presque tout. Il y a aujourd'hui les matériaux de construction et d'autres produits importés coûtent énormément cher. Énormément cher. J'attends des opérateurs économiques, c'est la monnaie que la douane aussi, cher par rapport ailleurs. Ça, c'est un autre domaine qui peut être exploité par des experts. Donc vraiment, nos élus doivent porter cela au Parlement, au Sénat, pour que l'on fasse de cette question une priorité, en trouvant des solutions vraiment efficaces pour faire sauter les verrous. Les verrous maintenant qui nous emprisonnent ici. Alors, vous suivez de près la situation de Goma et de l'Est de la RDC. Quelle est la lecture faites-vous par rapport à cette situation, Père? En fait, la situation qui se passe à Goma, on peut le dire, la résurgence du mouvement du M23, qui n'est autre que la mutation du CNDP, ça nous le savons. Il y a les revendications anciennes qui ne sont pas tellement connues du public, qu'ils veulent un espace, à eux. C'est un groupe ethnique en fait qui veut un espace à lui pour avoir, si pas comment intégrer dans les institutions, peut-être attaquer groupe ethnique, même si dernièrement j'ai suivi un porte-parole de ce M23 qui dit que toutes les ethnies du Nord Kivu, presque les grandes ethnies du Nord Kivu, ont chacune un groupe d'autodéfense et que les Tutsis n'en avaient pas parce que les M23 ont des membres de plusieurs autres issus des autres groupes ethniques. Évidemment, ils savent faire cette stratégie-là de débauchage, savoir prendre Oundé, prendre Nande, prendre ceci, cela, pour constituer leur mouvement. Et souvent, il les faut passer pour évidemment un groupe qui est hétérogène, pour ne pas dire tout simplement un mouvement Tutsi. Mais tout le monde sait que c'est ça la stratégie. Ce que j'ai dit à ceux qui viennent des autres groupes ethniques comme ça pour trahir du moins leurs groupes ethniques, ils n'ont qu'à regarder ce qui s'est passé au Rwanda lors de la prise du pouvoir par le FPR. Ils ont d'abord utilisé Bizimungu pour dire qu'ils ne sont pas seuls au pouvoir. Et après, ils se sont assis sur lui. Aujourd'hui, on ne parle plus de Bizimungu. Donc voilà. Tous ceux-là qui pensent qu'ils sont meilleurs que Bizimungu, ils le couvriront plus tard, qu'ils n'ont été que de marchepieds pour les Tutsis dans ce mouvement du M23. À travers les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, il a déclaré ouvertement que le Rwanda se cache derrière le M23 et c'est le M23 qui sécurise l'Est. Vous, quelle est votre analyse quand vous avez suivi les porte-parole du gouvernement congolais qui a parlé tout haut que c'est le Rwanda qui sécurise l'Est? Du moins, les médias publics, les autorités publiques ont présenté ce qu'on peut considérer comme des preuves que le Rwanda est derrière le M23. C'est qu'ils ont d'abord exhibé la taille des munitions et puis qu'ils pouvaient ranger, du moins selon eux, selon les autorités congolaises, il n'est pas possible qu'une rébellion soit aussi outillée
que ce qu'ils ont constaté sans l'appui des gouvernements à côté. Ils ont trouvé des effets militaires avec des identifications de l'armée rwandaise. Ça, c'était une première étape. Mais cela n'était pas suffisant parce que, en fait, même chez nous, on dit qu'on trouve les ADF avec des tenues ou des treillis militaires des FARDC. Ce n'est pas suffisant. On peut peut-être dire qu'on a volé une tenue pour cela. Ça, ce n'est pas suffisant comme preuve. Peut-être vraiment la preuve la plus tangible, c'est vraiment la capture de 2 soldats rwandais qui sont passés à l'aveu qu'ils ont été déployés là avec une mission. Donc c'est sur base de cela que le gouvernement congolais a pu accuser les voisins, donc les pays voisins, le Rwanda, comme état derrière le mouvement du M23. Alors la réaction c'est quoi? La réaction est normale devant des preuves pareilles, à ce que je sache. Normalement, le Congo est à position de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il fasse justice, parce que c'est l'instance aussi qui peut permettre de régler de pareils conflits quand un pays agresse un autre. Normalement, évidemment, il faut s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que je crois le gouvernement a fait. Il a alerté aussi l'UIA, et puis l'UIA aussi qui a activé la CIRGL pour constater ce qu'il y a là-bas. Du moins, il y a preuve. Alors, dire que les M23 sécurisent l'Est de la RDC, je dis oui. Alors, du moins, dans cette partie où ils sont, ça déséquilibre quand même le pays. Ça déséquilibre le pays. Il y a eu beaucoup de lectures chez beaucoup de personnes qui disaient voilà, c'est une manière de vouloir repousser ou rendre impossible la visite du CEPER dans la région. C'est ça autant d'inquiétude de savoir quelle est la motivation vraiment première du M23 à Goma, à commencer on peut dire à activer ou à accélérer son activisme devant une date ou un programme aussi important que celui du pape qui vient présenter, qui vient montrer sa solidarité avec le peuple congolais qui souffre depuis longtemps, lui comme pasteur de l'Église catholique, pour qu'il arrive ne fût-ce que fouler le sol où on est en train de tuer autant de personnes innocentes. Le fait peut éclater au Rwanda, comme beaucoup de gens souhaitent directement la guerre avec le Rwanda, comme ils sont en souffrance des années et des années à cause du Rwanda. Vous, personnellement, croyez-vous que vraiment la guerre peut nous amener la paix ici à l'Est? Je ne crois pas. En fait, hier, c'est vrai, j'ai vu des images de jeunes à Ruzizi qui avaient l'intention d'aller dire au Rwanda que non, c'est vous qui êtes à la base de notre misère. Bon, c'est comme manifestant, je veux bien que ça se passe de cette manière-là. Mais je pense que c'est que nos compatriotes ont fait à Kinshasa, devant l'ambassade, c'est comme ça que normalement les choses doivent se passer. On s'adresse à la représentation de l'autre État chez soi pour manifester cela. C'est pas bien parce que franchir une frontière vers un autre pays suppose aussi avoir des papiers pour passer la frontière, sinon ça fait une autre agression. Or on ne corrige pas une faute par une autre faute. Avec vous, Wilfried Kibanda, vous êtes prêtre à diocèse de Butembo-Beni ici à l'Est. Vous suivez de près la situation. Vous, personnellement, si on vous demandait de donner conseil au président rwandais Kagame, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil au président rwandais? Quel conseil il faut donner? C'est qu'en fait, il est connu qu'on ne déplace pas un voisin.
on apprend à vivre avec le voisin. Qu'est-ce qui divise les Congolais? Qu'est-ce qui pose problème? Il y a le fameux dossier de FDLR. Les fameux dossiers de FDLR qui sont entrés en RDC en 1994 et qui se constituent souvent les motifs pour les Rwandais de poursuivre l'ennemi dans le pays. Mais nous savons que le Rwanda a contrôlé pendant des années cette région-là. Ils n'ont pas poursuivi les FDLR, ils sont allés faire autre chose. Quand ils se sont retrouvés en train de se battre à Kisangani avec l'Ouganda, sur le territoire congolais, ce n'était plus une question de FDLR. Voilà, les FDLR, moi je ne suis pas spécialiste de leur localisation, mais ils sont quand même localisés dans les Kivu. S'ils étaient concernés vraiment par cette question-là, on aurait pu dire que oui, on les voit concentrés sur la région présumée de tenir les FDLR. Mais ils se sont retrouvés sur d'autres fronts pour d'autres motifs. Ce qui ne nous permet pas de savoir si réellement le vrai problème du Rwanda, ce sont les FDLR. Il y a beaucoup d'analystes qui disent que ben oui, ce sont les minéraux provoquer l'insécurité au Kivu pour permettre une exploitation et une exportation illégale de minerais vers le Rwanda. Alors, ce que je pourrais dire au Rwanda, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, le Rwanda a une position, on peut le dire, stratégique, intéressante pour lui. Mais il faut savoir que ces positions-là ne durent pas longtemps. Il y a toujours ce qu'on appelle l'apogée des régimes. Et quand ça ne marche plus, malheureusement, on met les citoyens à mauvaise position. Ce que nos politiciens font à haut niveau, malheureusement, peut se répercuter sur les relations entre les citoyens. Donc ça avenime les relations entre les citoyens. Alors que les gens pouvaient avoir des relations harmonieuses. Malheureusement, la politique souvent conduit les gens à avoir de la haine les uns contre les autres, alors qu'on n'est pas impliqué dans la politique. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Donc, d'essayer de ne pas tendre inutilement les relations, d'abord eux, au niveau étatique, mais aussi entre les populations qui sont appelées à vivre ensemble parce qu'ils sont des voisins, ils ne peuvent jamais se déplacer ou repousser l'un ou l'autre de ce territoire. Bon, les gens disent que les M23 ils sont peut-être en connivence avec ce qui s'est passé à Béni, donc avec les EDF, raison pour laquelle le gouvernement a déclaré ouvertement que les M23 sont des terroristes, comme les terroristes qui tuent les gens, les civils à Béni. Vous, personnellement, quel point de vue vous faites passer? Bon, je ne sais pas si cela peut être documenté, mais j'ai entendu cette analyse-là de citoyens qui disaient que oui, vous voyez que du moment que l'Ouganda et pour les FARDC ont réussi à déstabiliser les ADF de ce côté ici, on voit les mouvements du M23 de l'autre côté au sud du Mokwa. Quand il y a des victoires des FARDC sur les ADF au Grand Nord, on constate une activité des M23 de l'autre côté. J'ai entendu ça comme analyse. Et j'ai entendu aussi une autre analyse qui dit que voilà, le gouvernement vient de battre les M23 de l'autre côté et les ADF de ce côté ici se sont réactivés pour se venger sur les civils. Voilà, ça c'est une lecture qui est faite par des citoyens au Lata comme cela. Mais je ne crois pas que ça soit documenté pour établir une relation entre les M23 et les ADF. Ça reste, voilà, peut-être
l'avenir pourra établir cette relation-là quand on va faire des analyses plus poussées. Mais je pense que pour le moment, on ne sait pas établir une relation entre les deux mouvements. Oui, toujours avec vous, Wilfried Kimanda, il y a une prorogation, disons, des opérations conjointes FARDC et UPDF. Donc, on vient d'ajouter encore des mois. Donc, l'armée ougandaise avec notre armée pour la traque des ITF. Croyez-vous que vraiment les 2 mois va encore faire quelque chose pour qu'ils trouvent solution? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des opérations, mais bon, c'est déjà quelque chose. Vous voyez que l'état de siège a été... nous savons que c'était quelque chose qui était conçu pour peu de temps. Mais les prolongations, aujourd'hui nous sommes quasiment bientôt une année de l'état de siège. Peut-être c'est ce qui va se passer aussi pour la présence des UPDF. Peut-être que cela peut se renouveler. Non pas qu'à 2 mois, ils vont terminer les problèmes, mais que peut-être ce sera pour que les gens sachent que quand même les UPDF partiront, quoi. Il faut qu'ils sachent qu'à telle échéance, on doit pouvoir se prononcer si on prolonge ou non. Même si je n'ai pas vu un texte qui va dans ce sens-là. Mais je sais que peut-être quand on rencontre les populations riveraines des régions qui sont très sécurisées, il y a des beaux témoignages des populations vis-à-vis des UPDF qui ont pu empêcher certains carnages, du moins dans les régions où ils se retrouvent. Donc ces témoignages positifs-là, s'ils arrivent à ce qu'ils décident, peuvent conduire à la demande qu'on prolonge quand même un tout petit peu leur présence dans les rangs, aux côtés des rangs des FARDC. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. Wilfried Kimanda, bref, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement congolais à cette période de crise, de guerre, mais aussi à nos téléspectateurs que vous suivez de partout dans les 4 coins du monde? Alors, je voudrais donner ce que j'attends, le souhait de nos populations. Les souhaits de nos populations qui sont tout le temps terrorisées, tuées. Les populations veulent être associées à la traque des EDF. Ils veulent être associés à cela parce qu'elles sont les premières victimes de ce massacre. Il est vrai que l'armée tombe dedans, mais les premières personnes à être attaquées, quand même, l'armée a réussi à faire, du moins à infliger des pertes à l'ennemi. Ce sont les populations qui payent. Alors la demande d'une grande population, c'est de dire formez-nous. Il y en a qui disent même armez-nous. Quand les EDF sauront que dans la population, il y a des gens qui sont aussi armés, prêts à réagir, on va voir la différence. On vient de faire l'expérience de l'état du siège. On voit que ça ne répond pas comme on s'y attendait. Pourquoi ne pas oser cette autre expérience-là, de faire l'expérience de Nyumbakumi, où on peut bien entraîner des gens et contrôler les armes qui sont dans ces Nyumbakumi. Donc voilà, les 10 maisons, la sécurité par 10 maisons. Il faut essayer, je pense, ça. Il ne faut pas tout simplement faire la différence entre l'armée et la population. On demande le mariage entre civils et soldats, mais je pense que le mariage entre civils et soldats peut passer par là aussi, où la population collabore avec l'armée dans cette technique de combat de l'ennemi. Mais aussi un message en particulier aux leaders, donc aux élus, aux députés, élus, députés pendant cette période. Comment ils peuvent aussi se comporter? Alors là, c'est compliqué. D'abord, je leur confie ce message que je viens de faire passer là pour faire savoir ce que le peuple souhaite. C'est une proposition d'une bonne partie de la population.
Les élus de Butembo doivent faire, je crois, un travail de concertation avec toutes les instances de décision pour trouver des solutions adéquates. Parce que ce que la population veut aujourd'hui, c'est la paix, en fait. C'est la paix. On ne sait pas faire d'autres projets si on n'arrive pas à sécuriser la population. Là, comme nous pouvons le dire, nous sommes, pour utiliser l'expression de feu Monseigneur Mosengo, nous sommes vraiment dans une prison à ciel ouvert. Nous ne savons plus rejoindre nos amis de Kisangani. L'Ituri, la voie sur donc l'Ituri est à bloquer. Nous sommes coupés du reste. Nous ne savons pas aller en Ouganda. La voie de Kassinde est devenue très problématique. Aller sur Goma, nous sommes obligés d'être escortés pour pouvoir atteindre Goma. Donc, qu'on prenne conscience qu'ici, nous sommes vraiment isolés. Nous sommes coupés du reste de notre pays et du monde. Maintenant, on constate que pour aller en Ouganda, il faut faire les contours, il faut prendre l'avion, passer par les pays limitrophes. Ça n'est pas accessible à tout citoyen. Donc voilà, ça, je crois qu'il faut faire connaître ça au monde, que désormais nous sommes dans une prison ici et l'accès aux produits manufacturés, c'est devenu problématique, on le voit. On dit que les carburants coûtent très cher aujourd'hui partout, mais chez nous, ce n'est pas seulement les carburants. Les produits, c'est presque tout. Il y a aujourd'hui les matériaux de construction et d'autres produits importés coûtent énormément cher. Énormément cher. J'attends des opérateurs économiques, c'est la monnaie que la douane aussi, cher par rapport ailleurs. Ça, c'est un autre domaine qui peut être exploité par des experts. Donc, vraiment, nos élus doivent porter cela au Parlement, au Sénat, pour que l'on fasse de cette question une priorité, en trouvant des solutions vraiment efficaces pour faire sauter les verrous maintenant qui nous emprisonnent ici. Merci, Père Wilfried Kibanda, merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs de Léon Léo. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. À la présentation, moi, Mpenzi Manzekele. Au revoir.